Merci à vous Patrice, avec nos invités, Général Vincent Desportes qui est là, Christophe Bourseiller, Thierry-Paul Valette, Laurence Marchand-Taillade et Arnaud Benedetti. Nous avons parlé tout à l'heure d'Ingrid Levavasseur. Il y a elle, il y a évidemment d'autres gilets jaunes qui sont pris à partie dans ce mouvement, notamment vous, Thierry-Paul Valette, et c'est important de le rappeler. Il y a ce que l'on voit sous l'œil des caméras. Les autres, vous allez nous en parler. Je voudrais quand même qu'on insiste sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a dénoncé. C'est un sujet d'Alexandre Guetta. Levavasseur, enlève ton gilet jaune. Levavasseur, enlève ton gilet jaune. Avant même que la manifestation de ce dimanche ne débute, des gilets jaunes protestent contre la présence dans le cortège d'Ingrid Levavasseur, figure emblématique du mouvement à ses débuts. Allez Levavasseur, va-t'en, t'en vas. Va-t'en de là, on ne veut pas. Elle est là pour se faire de la pub. Des gilets jaunes qui lui reprochent d'avoir cédé aux sirènes de la politique, même si Ingrid Levavasseur s'est depuis une semaine retirée de la course aux européennes. Je pense qu'ils n'ont pas compris le fait que j'y allais pas aux européennes. Mais Ingrid Levavasseur va rapidement perdre son sourire. Quelques minutes après le début de la marche, certains gilets jaunes la prennent directement à partie. L'altercation va durer plusieurs minutes. Autour d'elle, un service d'ordre improvisé tente de calmer la situation, mais rien n'y fait. Insultes, menaces, Ingrid Levavasseur est obligée de fuir. Mais non, laissez-la. Vous allez vous faire défoncer. J'ai le droit d'être... Après quelques minutes, face à la menace grandissante, les forces de l'ordre sont contraints de l'exfiltrer. Bien sûr, bande d'indigènes. C'est tout ce que je vis sur les réseaux sociaux. La manifestation depuis 11h se passait très bien, tout allait très bien. Et puis je me suis retrouvée à un moment donné dans un noyau dur. Et puis je pense que l'escalade de haine et de violence se fait. Et puis voilà, on tombe dessus. Alors que je pense qu'ils n'ont même pas encore compris que j'étais sortie du fait d'aller aux listes européennes. Ils n'ont pas encore assimilé ce fait-là et ils se permettent ce genre de comportement. Je trouve que c'est très déplorable parce que, encore une fois, ça va donner une mauvaise image du mouvement alors qu'on est tous des gilets jaunes, quoi. Voilà. Au lendemain de cette altercation, Ingrid Levavasseur a annoncé ce matin sa volonté de porter plainte. Ça va aller. Voilà, alors je sais que vous vous désolidarisez de ceux qui font cela, évidemment. Je sais que vous la soutenez tout simplement car vous le subissez également sur le terrain, ça. C'est peut-être cette face-là dont on parle peu. Il y a ce qu'elle subit, elle, et puis vous et d'autres. C'est une réalité. On se fait insulter sur les réseaux sociaux, on se fait menacer de mort, on se fait taper, Par qui ? Par des gens. Vous savez, il y a des tabous. Mais vous êtes là pour en parler. On marche. Brisez-les, écoutez. Oui. C'est quand même assez incroyable que dans un mouvement comme celui-ci, social, avec de véritables revendications, il y a des tabous dans ce pays. Se prétend être un espace de dialogue en toute liberté et en fraternité. Donc sincèrement. Oui, mais on va nous dire, on est apolitique, alors que c'est devenu complètement politique. Et puis dès le départ, c'était quasiment politisé. On le voyait sur les ronds-points. Dès qu'on dit du mal d'un gilet jaune, oh non, surtout pas les gilets jaunes, etc. Enfin, on en arrive, ça dégénère. C'est-à-dire que Thierry-Paul Valette, vous nous dites que ce soit, de manière générale, vous ne pouvez plus parler de tout du fait de ce mouvement. Bien sûr que non. Mais alors, on ne peut plus, c'est la réalité, c'est grave, ça va très loin. C'est un mouvement par essence antidémocratique. Je ne veux pas le juger, mais par rapport à ce que vous dites, et vous en faites partie vous-même, vous devez vous dire, c'est quand même je commence choquant. à m'interroger, vous savez, je commence à me poser des questions. Oui. Parce que moi, je sais pas, j'ai une famille, j'ai des amis, je me casse la tête, matin, au soir, je fais des nuits de 2-3 heures, il y a des fois je dors pas, parce que j'essaie de répondre aux gens, parce que j'essaie de travailler pour eux, sur le terrain, sur le grand débat, sur la question des Européennes. Les Européennes, je peux comprendre. On n'a pas eu le temps d'expliquer ça aux gens. C'est pas le bon tempo. Être sur le terrain, parler des Européennes, il y a une confusion, et c'est normal, et ça justifie pas la violence, mais à un moment donné,
Ouais, il faut casser les tabous, faut ouvrir, il faut dire les choses clairement, parce que ça va mal terminer. Moi, je le dis, ça risque de mal terminer. Qu'est-ce que vous entendez par mal terminé? Parce que là, on est arrivé déjà avec des limites qui sont franchies et repoussées depuis déjà un certain temps. Moi, j'ai peur de prendre un coup de couteau. Ingrid peut se prendre un coup de couteau, d'autres peuvent se prendre un coup de couteau. Il y en a qui veulent casser du flic, ils peuvent prendre un coup de couteau. La réalité, elle est là. Il y a eu des morts, il y a eu une douzaine de morts, ça s'est limité que sur les ronds-points. Mais si demain, il y a un gilet jaune qui décède, ou s'il y a un CRS qui décède, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'en veux pas de ça. Mais vous avez je n'en veux la pas. grande crainte. L'un des problèmes de ce mouvement, c'est qu'il a fait émerger des figures très diverses, on en a vu, plus ou moins polémiques, mais il n'a pas de chef. C'est bien la difficulté. C'est un mouvement qui réintroduit la dimension collective de l'action, encore une fois, sans structuration, sans organisation. Et dès que vous voyez éventuellement une tête qui commence à s'élever, ne serait-ce que médiatiquement, elle est tout de suite remise à sa place. Et ça, je crois que c'est une des spécificités de ce mouvement. Le refus de s'incarner dans un leader qui soit susceptible. Il y en a, mais c'est des figures. Il y a un groupe qui semble central. Oui, alors il y a des rapports. Rodriguez qui semble un groupe un peu. Il y a des rapports de force, mais il n'y en a pas un qui a émergé quand même pour, à un moment donné, devenir la tête de proue du mouvement. Et encore une fois, je pense que la faiblesse, je veux dire, qui était sa force au début du mouvement, c'est son incapacité, et peut-être parce que c'est structurel, à se structurer. Et c'est la difficulté, parce qu'on dit il faut que les Gilets jaunes soient responsables. Mais comment voulez-vous être responsable quand vous n'avez pas d'organisation, quand vous n'avez pas une matrice qui vous permet justement de permettre la responsabilisation? C'est bien la difficulté à laquelle, je veux dire, se heurte le mouvement en tant que tel. C'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le groupe qui se veut groupe, mais en même temps, il y a l'éjection du groupe de l'individu qui pour autant pourrait le représenter, mais on laisse dans le groupe, puisqu'il y a des gens qui peuvent vêtir le gilet jaune et puis aller casser, aller insulter, aller agresser. Donc il y a quand même un paradoxe énorme, c'est-à-dire qu'on éjecte du groupe des personnes qui pour autant ne font pas nécessairement du mal au groupe, mais par contre, on n'éjecte pas du groupe ceux qui lui font du mal. Donc là, il y a quelque chose de très surprenant. C'est la tête qui dépasse. Voilà, et il va y avoir une obligation de passer par l'organisation, parce que cette organisation, elle est nécessaire pour éviter justement de trahir le mouvement de départ qui, lui, pour le coup, a une vraie légitimité. On voit bien que c'est très compliqué. Alors, il y a un mot avec lequel je ne suis pas d'accord, M. Vallet, c'est le mot de collectif. Je crois que justement, le problème, c'est que ce n'est pas un collectif, c'est une masse. Un collectif, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui vont vers un projet. Et je crois qu'ils vont justement répondre à ce que vous dites, madame, une fois qu'ils seront passés de la masse au collectif. C'est-à-dire qu'ils ont un projet commun. Et je crois que c'est ça leur grande difficulté. En tout cas, ce que ça nous aura appris, c'est que ce que demandent ces gens, c'est la démocratie directe. Et on voit bien que ça ne peut pas fonctionner, puisque eux-mêmes sont le contre-exemple de ce que pourrait donner la démocratie directe. J'entendais un gilet jaune sur un plateau il y a quelques jours dire « Donnez-nous le pouvoir, vous serez bien gouvernés et il n'y aura plus de violence ». Comment peut-on le croire? C'est strictement impossible. La preuve est faite que la démocratie directe, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, plus de police. La police, c'est nous. J'entends des personnes dire ça. On ne veut plus de la police, c'est le citoyen. Quand on voit le citoyen, parfois, souvent, comme il se comporte dans la société dans laquelle on vit, si demain c'est la police, je promets pas un bel avenir pour la France. En tous les cas, il faut dire qu'il y a eu des condamnations, y compris de grande partie des Gilets jaunes, en tous les cas ceux qui s'expriment et à qui on tend les micros, condamnation des actes graves qu'on a vus, condamnation des insultes à l'encontre d'Alain Finkielkraut, des violences contre Ingrid Levavasseur, contre aussi le caillassage du fourgon de police. Et puis il y a ceux, alors là je parle de manière générale, qui ont relativisé. On va regarder ces tweets à la fois de Thomas Guénolé, c'est la France Insoumise, d'Aude Lancelin, qui est journaliste, et de quelqu'un qu'on reçoit ici même, c'est l'avocat Jean-Pierre Mignard, qui s'est ensuite excusé depuis sur l'ambiguïté de son tweet. Alors, on va les voir, ils se réfèrent à ce qu'a vécu Alain Finkielkraut. Thomas Guénolé qui dit ceci: cela fait des années qu'Alain Finkielkraut répand la haine en France contre les jeunes de banlieue, contre les musulmans, contre l'éducation nationale, etc. L'insulter comme insulter quiconque est condamné, mais le plaindre certainement pas. Et on va voir une série comme ça où il y a des mais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une maladie du relativisme? Finalement, on condamne, mais pas franchement, mais avec des nuances. Qu'en pensez-vous?
On est face à cette frange de la gauche qui a trouvé ces nouveaux déshérités des territoires perdus, qui pense avoir un nouvel électorat dans ce qu'ils appellent la masse musulmane, parce que je suis désolée, les musulmans en France ne ressemblent pas tous à ces personnages agressifs qu'on a vus en exemple et qui agressaient M. Finkielkraut. Et dire d'Alain Finkielkraut que c'est quelqu'un qui excite... Il y a très peu de musulmans parmi les Gilets jaunes. Oui, non mais... Là, en l'occurrence, on est en train d'aborder cette question précise. Et en l'occurrence, ceux qui relativisent de façon surprenante, ce sont ceux qui, dans les banlieues, ont souvent instrumentalisé le conflit israélo-palestinien pour en faire une cause locale, l'ont du coup importé dans nos banlieues. Et le résultat, c'est qu'ils ont excité des haines dont on n'avait certainement pas besoin. Moi, je me souviens juste d'une chose, c'est qu'à Aubervilliers, il y a quelque temps, on a fait d'un terroriste palestinien un citoyen d'honneur. Ça a d'ailleurs été retoqué par un tribunal administratif. Donc cette façon d'importer le conflit israélo-palestinien a fait qu'aujourd'hui, eh bien, la haine du juif est quelque chose qui est parfaitement répandu dans les banlieues. Et ça, c'est inacceptable. Alors, vous parlez justement de cette importation du conflit. Et il y a des députés qui ont une proposition, une idée. Qu'en pensez-vous? C'est celle de punir l'antisionisme. On va écouter. Et ça, vous allez réagir. C'est important, justement, un député de La République En Marche à ce sujet. Sur l'antisionisme, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on veut la mort d'Israël. On ne reconnaît pas l'État d'Israël. Et nous, on souhaite que ce soit pénalisé le fait de ne pas reconnaître l'existence même de l'État d'Israël. Et nous avons un texte juridique que nous présenterons demain à l'ensemble des groupes d'études antisémitisme qui portera cette proposition et nous verrons quel véhicule juridique nous choisissons. La personne, par exemple, samedi, qui a attaqué Alain Finkielkraut serait poursuivable, mais surtout serait condamné en utilisant le vocable sioniste, il veut dire juif. Quand on dit mort à Israël, en fait, on dit mort aux juifs. Quand on dit sale sioniste de merde, on dit sale juif de merde. Et donc, il faut que ce soit condamné. Alors, c'est un sujet, un débat toujours sensible. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'antisionisme peut se déguiser en antisémitisme? Est-ce qu'il faut le punir? Non, moi je suis pas du tout d'accord avec cette posture-là. Je crois qu'il faut punir la haine raciale, et l'antisémitisme s'inclut de façon large dans cette haine raciale. Autant la question de l'antisionisme. Déjà, le terme antisionisme est complexe parce que pour certains, l'antisionisme c'est effectivement le rejet du fait que les Juifs pourraient monter en Israël, et puis pour d'autres, c'est la critique de la politique israélienne. Donc les choses sont assez ambiguës. C'est un vocable très ambigu. Et puis il y a de nombreux Juifs antisionistes. Alors donc là, il me semble que les choses là sont complexes. Et autant sur l'antisémitisme, je suis absolument intraitable et je suis 100% pour réprimer toute forme d'antisémitisme. Autant sur la question de l'antisionisme, non. Là, laissons les gens s'exprimer leur diversité sur cette question hautement délicate. Je partage totalement ce que dit Christophe Bourseiller. On est dans le délit d'opinion. Sinon, c'est tout à fait différent. On n'est pas du tout dans le même registre. Et puis, il faut se souvenir de ce qu'est le sionisme. Le sionisme, c'est Herzl qui est à Paris au moment de l'affaire Dreyfus, qui entend mort aux Juifs. Et il entend mort aux Juifs, il dit si dans le pays des droits de l'homme, un Juif ne peut plus être présent, les Juifs ne peuvent plus s'assimiler, ne peuvent plus être réintégrés dans un pays. Donc il faut qu'ils créent une nouvelle terre et qu'ils aillent en Israël. C'est ça la réalité du sionisme. Donc je pense que c'est une méconnaissance fondamentale que d'exprimer une telle position de ce qu'est le sionisme dans sa genèse. Et donc je crois que c'est une erreur monumentale, et c'est surtout donner du grain à moudre finalement aux antisémites que de permettre cette criminalisation de fait de l'antisionisme. Ça donnera du grain à moudre aux complotistes. L'antisionisme, c'est une idée politique, ou le sionisme, c'est une idée politique, alors que le fait d'être juif, ça c'est une affaire de race, et c'est différent. Ça c'est répréhensible. On peut être contre une idée politique, on n'a pas le droit d'être raciste. Ce qui est différent. Juif, c'est un État, sioniste, c'est une position. Et puis surtout, sur l'antisémitisme, des lois existent. Il faut les appliquer avec plus de vigilance. Ces lois, faut-il rendre délictuel l'antisionisme? Thierry-Paul Valette, sur ce sujet. De toute façon, il faut sanctionner, il faut être beaucoup plus ferme, il faut être tous d'accord sur certaines choses. La réalité, c'est que malheureusement, des gens comme ça, il y en aura toujours, des pensées comme ça, il y en aura toujours. On est dans l'humain, ça a toujours existé, ça existera toujours. L'éradiquer,
faut dire les choses, c'est mission... Vous avez entendu cela, vous, au sein de manifestations? Est-ce que vous-même, vous avez été victime de ce genre de fatalité? Je suis désolée, on ne peut pas accepter ce genre de fatalité. Ça existe, pourquoi? Parce que justement, on l'a totalement banalisé. On ne s'érige pas contre ce qui se passe. Les affaires Halimi, les affaires Knoll, toutes ces affaires-là, on a pleuré pendant 3 jours et puis ensuite, on a mis un mouchoir dessus et on a arrêté de s'en inquiéter parce qu'il fallait s'attaquer à la racine du mal. Et la racine du mal, il faut le dire, on a un antisémitisme dont l'origine est islamiste et on refuse de le regarder en face. Et il va falloir le regarder clairement en face et il va falloir le combattre. Je vais vous dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui banalise. Mireille Knoll, La Marche, mon association dont je suis le président, a fait partie des associations justement pour la mettre en place et pour le dénoncer. C'est pas vous que je vise, oui, on soit bien d'accord, mais ce sont les politiques qui n'ont pas pris de mesures. Non, mais je sais bien, moi je dis pas, voilà, la banalisation, surtout pas, mais il y a une réalité, on est dans l'humain. Et l'humain, il y aura toujours comme ça, malheureusement, des attaques liées à la couleur, liées à la religion, et ça c'est terrible. Donc, changer l'humain à ce niveau-là, ce qu'il faut faire en priorité, c'est sanctionner. Il faut être ferme, il faut être catégorique, il faut laisser aucun espace à ces personnes-là. Profère cela porte aujourd'hui un gilet jaune, donc vous-même ça doit vous faire mal. Mais justement, c'est pour ça que je ne le supporte pas. Ouais. Les gilets jaunes, c'est quoi pour moi, à mon sens, par définition, le gilet jaune, c'est la mère de famille, le père de famille qui descendent dans la rue parce que le frigo le soir, ils sont encore dans la rue. Il est là vide au début, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'aujourd'hui, avec même 1 400 € par mois, c'est plus suffisant. C'est des gens qui triment, c'est des gens qui sont sincères, c'est des gens qui, même quand ils ont une miette de pain, ils vont la partager. C'est ça les gilets jaunes. Pour moi, les vraies revendications fiscales, sociales, cette injustice. Voilà. Maintenant, la réalité, elle est là. Il y a des gens, ils viennent, ils prennent un gilet jaune. Voilà. Il y a des antisémites, il y a des casseurs, il y a des gens de l'extrême droite, de l'ultra-droite, gauche, etc. et qui en profitent et qui infiltrent nos rangs et qui foutent le bordel avec tout ça. C'est ça la réalité. Et pour s'en défaire, c'est... que l'on manifeste en déclarant ou en ne pas déclarant, pour l'avoir vu, ça n'a strictement rien changé. Malheureusement, et c'est la réalité, le mouvement, s'il n'est pas structuré, il y aura toujours les mêmes problèmes. Et de toute façon, on voit les rassemblements politiques et avec des syndicats, il y a toujours le bazar en fin de cortège. Et si ça s'étale dans la durée, oui, mais il y est quand même. Et si ça s'étale dans la durée comme le mouvement des Gilets jaunes, on va le voir. Parce que ce sont des problèmes de société qu'il faut prendre à bras le corps et les régler. Parce qu'à n'importe quel mouvement social, le prochain, le mouvement des Gilets, peu importe, il y aura les mêmes problèmes. Et vous vous rendez compte, on est encore aujourd'hui à la question israélo-palestinienne, elle n'est toujours pas réglée. On est en France et voilà où on en est encore avec... Vous voyez les grandes difficultés aussi, c'est terrible tout ça, c'est terrible. Alors, il faut qu'on agisse. Sujet à sa place, parce que la Palestine a bon dos. Malheureusement, ceux qui en parlent le plus, ce sont qui en font le moins et y pensent le moins. Ça, il faut quand même le dire à un moment. Général Vincent Desportes, c'est vrai sur ce que dit Thierry-Paul Valette, et on sent à la fois votre fatigue, votre émotion et votre sincérité. Ça a commencé un peu tendu sur ce plateau. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez le temps de parler. Et ici, au contraire, c'est la diversité des avis et des opinions qui est importante, de comprendre ce que vous vivez. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'expriment pas leurs revendications et qui souffrent, qui sont là, et leur dire aujourd'hui non, arrêtez, rentrez chez vous, on interdit les manifestations, on en a marre de vous voir, on en a trop parlé. C'est vrai que, je veux dire, c'est compliqué à admettre. Et le problème, c'est que le monde avance et que le monde du 17 novembre n'est plus le monde du 19 février. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Valette, qui est un idéaliste, très visiblement. Et vous parlez d'un gilet jaune qui est quelque part un gilet jaune idéal qui, hélas, a majoritairement quitté les manifestations. Et qu'aujourd'hui, pour que les revendications de ce gilet jaune idéal puissent porter, il faut agir autrement, puisque tous les autres gilets jaunes qui ne sont pas partie des gilets jaunes tels que vous le souhaitez, ont investi ces manifestations. Et donc je crois que l'intérêt des gilets jaunes est que ces mouvements-là, dans leur forme actuelle, arrêtent et que vous trouviez une nouvelle façon de vous exprimer. Alors vous disiez, à juste titre tout à l'heure, on ne peut pas donner de consigne générale. Mais si une partie des gilets jaunes, dont vous-même, qui avez le sens de la responsabilité, lancé un certain nombre de consignes sur les réseaux sociaux, nous le saurons.
forcément, parce qu'on sait tout, et on comprendra qu'alors les choses sont en train de changer. Et je crois que les gens raisonnables, comme je crois en faire partie, auront plus de considération et seront mieux à l'écoute du gilet jaune idéal qui existe probablement, mais qui a déserté les manifestations. J'ajoute que quand même, il faut le faire, j'allais dire, pour le bien de tous. Quand on voit les nouvelles lois qui vont être appliquées entre antisionisme, entre antisémitisme, toute la confusion qui est en train de sortir, on peut être inquiet tout simplement pour notre société. Moi, je considère qu'il y a une perte de repères un peu partout. Parce qu'il y a une perte de repères qui est manifestée par le mouvement quand même des Gilets jaunes et par parfois la dimension très contradictoire d'un certain nombre de revendications. Mais il y a aussi une perte de repères de la part des responsables. On voit bien que quand même ce mouvement est devenu aussi violent, enfin une partie de ce mouvement est devenue violent parce qu'il y a eu quand même des maladresses qui ont été indéniablement le fait de la gestion politique de ce mouvement. La violence était là dès le départ. Des mots. Je ne sais pas pourquoi vous dites que ce mouvement est devenu violent. On a l'impression qu'il y avait un mouvement idéal. Arnaud Benedetti dit qu'il y a eu des maladresses ou alors des mots qui ont été intentionnellement il y a eu des mots choisis, qui ont exacerbé, on voit bien, il y a des mots qui ont exacerbé un certain nombre de gilets jaunes, qui ont mis de la tension sur la mobilisation et qui n'ont pas contribué, c'est le moins qu'on puisse dire, à apaiser la situation. C'est une réalité, me semble-t-il, au moins sur le plan sémantique. Mais moi, je me souviens, quand on faisait des émissions au tout début du mouvement, au tout début, tout le monde était pour les Gilets jaunes. Je me souviens, on a fait des émissions à France Inter, tout le monde était pour les Gilets jaunes. Il y avait d'ailleurs Thierry Paul qui était venu. Tout le monde autour de la table, des politologues de droite, de gauche, ils étaient tous en train... Finkielkraut était pour. La question, c'est pas qu'on soit pour ou contre, c'est qu'on analyse une évolution. Très vite. Mais les revendications, les souffrances n'ont pas changé. Ça n'a pas changé. Les revendications toutes simples du début qui étaient on veut plus être à découvert le 10 du bois, enfin ce genre de revendications sont vraies et n'ont pas changé. Par contre, ce qu'il y a, c'est que très vite ce mouvement a révélé sa nature transgressive et violente. Mais se rajoute un deuxième problème, c'est que finalement la réponse politique qui est apportée par Emmanuel Macron est perçue par un certain nombre de gilets jaunes qu'en ne laissant pas finalement beaucoup de place à des marges de manœuvre, à des marges de discussion. Donc ils ont le sentiment véritablement d'être dans un faux débat. Et c'est ce qui, à mon sens, quand même ferme un peu le jeu. Mais ils devaient faire leur propre débat. Ils devaient faire leur propre débat. Ils ont dit très bien, on va faire notre propre Madame, débat. Messieurs. Et justement, vous nous amenez au sujet qui vient, une marche. C'est important, une marche, c'est symbolique. Mais après, quel sursaut concret, une fois qu'on a marché, qu'on a condamné, comment continuer, je vais peut-être employer le mot, vivre ensemble, je n'ai jamais véritablement adhéré à ça, mais comment en tous les cas, on a perdu le vivre ensemble. Comment faire ce lien Il faudrait plutôt du faire ensemble, parce que le vivre ensemble, c'est déjà faire du côté. Alors comment faire ensemble? Restez avec nous. Voilà, c'est ça. On va continuer du faire ensemble. avec vous, vos avis. À tout de suite sur CNews, le débat se poursuit. Merci.